Salut à tous, nouvelle capsule en attendant le 3 novembre et on est parti. Alors là, il y a des événements importants. Alors tout d'abord, il y a une information toute fraîche qui vient de tomber, elle est un petit peu floue mais elle est intéressante. Vous vous souvenez de Sidney Powell, c'est l'avocate du général Flynn, et c'est elle qui avait expliqué devant les caméras de télé qu'il y avait sur l'ordinateur d'Anthony Weiner des vidéos tellement horribles que les enquêteurs qui les ont regardées avaient dû aller vomir. Et cette femme donc c'est l'avocate du général Flynn. Et Flynn, je rappelle, il avait publiquement dit que selon lui, l'affaire du Pizzagate méritait qu'on enquête dessus. Il avait dit ça alors que tous les médias disaient que c'était un canular d'extrême droite. Et donc, Sidney Powell, elle serait pressentie pour devenir la directrice du FBI. Alors en fait, Trump, il compte remplacer l'actuel directeur du FBI après les élections, s'il est élu évidemment, et il prépare avec ses conseillers une liste de remplaçants potentiels depuis un mois. Et Sidney Powell serait sur cette liste de potentiels remplaçants. Bon, c'est une information qu'aurait reçue une journaliste américaine de la chaîne Newsmax. Le lien est en description. C'est plus une rumeur qu'une information confirmée. Et quand bien même Sidney Powell est sur cette liste, ça ne veut pas dire qu'elle sera nommée. Cela dit, bon, déjà Sidney Powell a réagi sur la chaîne Newsmax en disant qu'elle serait honorée d'être directrice. Donc déjà, elle est partante. Et surtout, si cette information est vraie, c'est lourd de sens sur ce que Trump entend faire du FBI. Sidney Powell, elle veut enquêter sur Anthony Weiner, sûrement sur le Pizzagate comme Flynn. Elle est habituée aux affaires de crimes sexuels et elle a même dit que si elle devenait directrice du FBI, beaucoup de gens à New York allaient devoir, comment dire, allaient avoir besoin d'un service de blanchisserie. Donc je vous laisse comprendre l'image. Bref, Sidney Powell à la tête du FBI, c'est pas fait, mais si ça arrive, ça peut faire très mal. Je m'étends pas plus sur le sujet parce que l'information est trop fraîche, on verra si ça se confirme par la suite, mais au moins vous êtes au courant et vous pourrez surveiller de votre côté. Deuxième point de la capsule, très court aussi, comme prévu, Biden serait en train de se constituer une armée d'avocats pour pouvoir contester les résultats des élections présidentielles de novembre. Bon, pas grand chose à dire hein, vu qu'on en a déjà parlé, mais apparemment, déjà en juillet dernier, Biden avait déjà rassemblé au moins 600 avocats. Alors à quoi ils vont servir? Bah probablement à trouver tous les prétextes possibles dans chaque État, voire dans chaque ville, pour contester les résultats qui n'iront pas dans leur sens. Alors faut savoir que sur les 50 États enfin sur les 52 États américains, la plupart ont des résultats électoraux qui sont déjà connus à l'avance. En réalité, l'élection elle va se jouer comme d'habitude sur 6 ou 7 États clés, les fameux swing states. C'est vraisemblablement dans ces États-là que les démocrates vont envoyer leurs avocats et tenter d'influer sur les résultats. Je vous refais pas le topo des autres capsules, mais en gros, ils diront que le coronavirus a empêché les gens de voter, que le vote par courrier doit être comptabilisé même plusieurs semaines après l'élection, et que donc on peut pas annoncer de vainqueur, ou d'autres prétextes, bref, tout ce qu'ils peuvent pour perturber l'élection et rendre la victoire de Trump aussi illégitime que possible. Enfin bref, donc c'est confirmé que Biden rassemble des avocats, et évidemment il le fait pas pour rien. Cela dit, pour ceux qui lisent les posts de Q, je vous renvoie au post 4722 où Q dit, comme on s'y attendait, que le fait que les démocrates contestent ou perturbent l'élection, ce n'est pas une surprise, et que du côté de Trump, tout a déjà été anticipé depuis longtemps. Donc voilà, on passe aussi rapidement là-dessus, et donc on arrive au sujet important de cette capsule qui est la mort de Ruth Bader Ginsburg, qui était donc juge suprême des États-Unis et qui est morte hier. C'est un événement qui va avoir son importance dans les semaines à venir et du coup bah, on va voir ça. Alors tout d'abord juste un petit topo pour vous mettre à jour si vous savez pas trop ce qu'est la Cour suprême, les juges suprêmes, tout ça. La Cour suprême est composée de 9 juges suprêmes qui sont nommés à vie par le président des États-Unis. Et ces 9 juges nommés à vie ont un pouvoir assez fort en matière de justice sur les grandes questions de société et sur la constitutionnalité des lois, un petit peu à la manière de notre Conseil constitutionnel à nous. Ces dernières années, par exemple, la Cour suprême américaine a tranché des décisions sur l'avortement, sur le mariage homosexuel, ou des lois sur le financement des campagnes électorales, des lois sur les expulsions, sur le droit de manifester, donc sur des mesures qui sont généralement assez importantes et qui ont une portée assez large aux États-Unis. Et ces 9 juges, donc, ils se répartissent entre démocrates et républicains. Avant que Ruth Bader Ginsburg, je vais juste l'appeler Ginsburg hein, si ça vous dérange pas, avant qu'elle ne meure, il y avait 5 juges républicains contre 4 démocrates, donc 5 contre 4. Et Ginsburg, elle était démocrate. Elle avait été nommée par Bill Clinton en 93. Alors il faut savoir que Trump, depuis 2016, il a déjà nommé 2 juges suprêmes, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une majorité républicaine à la Cour suprême. S'il nomme maintenant un nouveau juge pour remplacer Ginsburg, comme il est censé le faire, il va avoir une avance de 6 contre 3, donc c'est une avance énorme. On parle de juges qui sont nommés à vie, donc ça veut dire que les États-Unis auront une Cour suprême républicaine et donc plutôt conservatrice pour très longtemps. Parce que même si à partir de maintenant tous les présidents sont des démocrates, il faudrait peut-être 20 ou 30 ans pour que la Cour suprême devienne majoritairement démocrate. Donc si Trump nomme un nouveau juge pour remplacer Ginsburg, il fait prendre un virage conservateur au pays pour une très longue période.
Sauf que là, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce qu'on est à la veille d'une élection présidentielle et que ce serait assez mal vu que Trump nomme un juge à vie, alors que lui, Trump, va peut-être être battu par Biden dans un mois et demi. Bon là, pour cette capsule, on va partir du principe que l'élection n'est pas jouée d'avance, que Trump peut perdre, on va prendre un point de vue neutre. Donc Trump a tout à fait le droit de nommer un juge aujourd'hui s'il le veut, mais ça passerait très mal dans le pays, dans l'opinion populaire. En 2016, par exemple, quand Obama était encore président, il aurait pu remplacer un juge et il ne l'a pas fait parce que c'était une année électorale. Du coup, c'est Trump ensuite qui a remplacé ce juge-là, et c'est grâce à ça que les juges suprêmes sont majoritairement républicains aujourd'hui. Donc là, vous vous direz peut-être, waouh, Obama, il est vachement fair-play, il a préféré attendre l'élection et finalement il a laissé le choix du juge à Trump alors qu'ils sont même pas du même camp. Bon, sauf qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Premièrement, parce que Obama, il pensait que ce serait Hillary Clinton qui allait gagner l'élection, et donc que c'est elle qui choisirait le juge. Donc finalement, pour Obama, ça revenait au même que ce soit lui-même ou Hillary qui choisisse. S'il avait su que ce serait Trump qui choisirait le juge et que du coup il donnerait une majorité républicaine à la Cour suprême, Obama aurait peut-être agi différemment. Mais surtout, il y a eu un blocage au niveau du Sénat américain. Parce qu'en fait, quand un président choisit un juge, il faut que ce juge soit accepté par 50% des sénateurs. Il y a un vote au Sénat, il faut que la majorité des sénateurs valide le juge. Sauf qu'en 2016, donc au moment où Obama aurait pu choisir un juge, le sénateur McConnell, retenez ce nom, le sénateur McConnell, qui était le chef de la majorité républicaine au Sénat, donc en quelque sorte le chef du Sénat, quoi, il a dit qu'il refusait de tenir ce vote. Parce qu'à ce moment-là, en 2016, on était en année électorale, on préférait repousser le vote à après les élections. Donc finalement, c'est surtout le Sénat, qui était républicain et qui l'est toujours aujourd'hui, qui a forcé Obama à ne pas nommer de juge. Donc une fois de plus, Obama a sûrement accepté ça en se disant que de toute manière c'est Hillary qui serait élue et que c'est elle qui choisirait, puisque à ce moment-là vraiment la victoire de Trump était parfaitement impensable. Et donc, on revient en 2020, aujourd'hui, si Trump veut remplacer Ginsburg et donner une très forte majorité républicaine à la Cour suprême, eh ben il faut que les sénateurs soient d'accord. Mais le truc marrant dans cette histoire, c'est que McConnell, donc le même qui avait empêché Obama de choisir un juge en 2016 parce que c'était une année électorale, le même McConnell vient d'annoncer, juste là, hier, que ça ne le dérangeait pas que Trump choisisse dès maintenant un juge suprême, et que si Trump choisissait dès maintenant un juge suprême, McConnell accepterait que le Sénat fasse un vote pour le valider ou non. Donc on est toujours en année électorale, mais cette fois-ci McConnell est pour. Alors en entendant ça, évidemment, les démocrates, ils ont crié au retournement de veste, et pour une fois, bon, ça semble un peu légitime. Bon, c'est vrai que dans l'absolu, c'est pas terrible de laisser Trump choisir un juge qui restera peut-être 30 ans à son poste, alors que Trump sera peut-être battu par Biden dans quelques semaines à peine. Mais le truc, dans tout ça, c'est que Trump, à mon avis, ne choisira pas un juge tout de suite pour remplacer Ginsburg. Donc c'est mon avis, mais d'après les informations que j'ai, ça me semble crédible, je vais vous expliquer ça. On a vu que si Trump choisit un juge maintenant, il faudra que le Sénat le valide. Or, le Sénat est du côté de Trump, puisque sur les 100 sénateurs, 53 sont républicains et 47 seulement sont démocrates. Donc 53 contre 47. Oui, mais le problème, c'est qu'il y aura déjà probablement 3 frondeurs du côté républicain. Donc 3 sénateurs républicains, mais qui sont opposés à Trump, et qui pourraient du coup s'abstenir de voter, ou même voter contre le juge que Trump nommera. On serait alors dans ce cas-là à 50 contre 50 au Sénat. Et dans ce cas-là, ce serait Mike Pence, le vice-président, qui trancherait. Donc finalement, le juge serait quand même accepté. Sauf qu'en fait, il pourrait y avoir d'autres sénateurs républicains qui pourraient eux aussi refuser de voter ou alors voter contre le juge nommé par Trump. Toujours parce qu'on est en année électorale et que la règle, enfin la tradition, voudrait que le juge soit nommé plutôt par le président élu en novembre et seulement après la passation de pouvoir qui aura lieu en janvier. Parce qu'en plus, je vous ai pas tout dit, mais vous inquiétez pas, je résume tout à la fin. En plus de l'élection présidentielle de novembre, enfin le même jour que l'élection présidentielle de novembre, il y aura aussi une élection sénatoriale. Et cette élection sénatoriale, elle va servir à renouveler un tiers des sénateurs actuels. Enfin bref, finalement, je vais résumer tout ça maintenant. En janvier, il y aura peut-être un président démocrate, Biden, avec un Sénat démocrate, donc tout l'inverse d'aujourd'hui. C'est pour ça que si Trump nommait maintenant un juge suprême au plus vite, en se disant vite, 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 je nomme quelqu'un avant de me faire virer, ce serait très mal vu et ça donnerait à Trump une image très antidémocratique. La raison pour laquelle je ne pense pas que Trump nommera un juge aussi vite, donc avant janvier, c'est déjà parce que il n'a pas un si grand intérêt que ça à le faire. Bon, certes, s'il nomme un juge, ça assure une grande majorité républicaine à la Cour suprême, mais je pense que Trump pour le moment s'occupe surtout de sa propre réélection et que il va pas risquer de ternir son image présidentielle pour avoir la Cour suprême. En fait, il risque assez gros s'il rate cet épisode avec la Cour suprême. Son image peut vraiment prendre un très gros coup. Déjà parce que Ginsburg était très appréciée. Tout le monde lui rend hommage en ce moment, quel que soit le bord politique, hein. Même Trump a dit que c'était une grande femme, tout ça. Donc si Trump la remplace du jour au lendemain, ou dans les toutes prochaines semaines, avec ce côté vraiment précipitation, antidémocratie, ça passera très très mal, y compris chez ses électeurs à lui.
Mais surtout, et c'est là le plus gros risque, comme je vous l'ai dit, la majorité de Trump au Sénat est faible, 53 contre 47, avec peut-être 3 frondeurs et d'autres qui pourraient s'abstenir. En clair, si Trump nomme un juge maintenant, pour le coup, il y a de très grandes chances que ce vote soit refusé par le Sénat. Et là, ce serait une énorme claque politique pour Trump à 1 mois et demi des élections. Et en plus, vous pouvez imaginer facilement ce que diraient les démocrates et les médias. Vous imaginez les grands titres, hein. Scandale, le président Trump désavoué par sa propre majorité au Sénat, les sénateurs républicains bloquent le choix de Trump, enfin bon, vous voyez le truc quoi. Et vous pouvez aussi vous attendre, du coup, si ça arrivait, à ce que les journalistes le harcèlent de questions pendant les 6 à 7 semaines qui restent avant l'élection, que le débat présidentiel soit complètement éclipsé par ça. Enfin, les démocrates, les médias utiliseraient vraiment ça pour tomber sur Trump et pour éclipser tout ce qui pourrait être en faveur de Trump ou contre Biden, bref. En clair, si Trump nomme un juge avant janvier, il sera très mal vu, et s'il nomme un juge avant janvier et qu'en plus le Sénat le rejette, Trump sera mal vu et soupçonné d'avoir perdu le soutien de ses élus. Donc bref, son image va complètement voler en éclats. Donc Trump, à mon avis, ne va pas choisir un juge tout de suite. Selon toute vraisemblance, il va attendre la passation de pouvoir de janvier. Voilà, il va pas choisir de juge avant l'élection, ni pendant la période entre novembre et janvier, donc entre l'élection et la passation de pouvoir. Donc s'il choisit, ce sera après janvier, donc après avoir confirmé sa réélection, et avec un Sénat qui lui aussi aura été renouvelé. Alors je précise que les élections sénatoriales, compte tenu des sondages, bon, on sait pas trop ce qui va se passer. Normalement, ça devrait rester à majorité républicaine, mais en tout cas, ça va rester comme là, ça va se jouer à quelques voix, donc pas de certitude de ce côté-là. Dans tous les cas, Trump va attendre, à mon avis, le 20 janvier. Bon, si on cherche absolument à décortiquer l'actualité, on pourrait dire que McConnell, le sénateur qui a dit que si Trump choisissait un juge, il accepterait qu'il y ait un vote au Sénat, si McConnell a dit ça, on pourrait imaginer que c'est juste pour mettre le feu aux poudres, dans le but que Trump ensuite déclare qu'il préfère attendre et que du coup ça lui donne une image, le bon rôle, quoi, le président qui respecte la démocratie, qui respecte le calendrier électoral. Donc voilà, si Trump attend, ça jouera en sa faveur au niveau de l'image. Bon, enfin voilà, tout ça c'est ma petite analyse de toute cette situation suite à la mort de Ginsburg, de Ruth Bader Ginsburg, qui est donc toute récente, puisqu'on a appris ça cette nuit. Mais je voulais faire la capsule assez vite parce que je pense que ça, on va en entendre parler dans les prochaines semaines. Donc voilà, je voulais que vous ayez un petit peu toutes les informations. Donc je sais pas si mes petites analyses sont bonnes, je sais pas si Trump va vraiment attendre jusqu'au 20 janvier pour choisir un juge, mais personnellement je le pense. Mais dans tous les cas, voilà, vous savez ce qui se passe en ce moment, vous savez un petit peu quelles sont les questions, quelles sont les tensions en jeu dans cette histoire de Cour suprême. Bon, bah, du coup, on va se quitter là. Vous aurez peut-être des informations complémentaires dans les prochains doublages ou les prochaines capsules. En attendant, j'envoie, comme d'habitude, un très grand merci à ceux d'entre vous qui m'ont fait des dons. Je rappelle que c'est grâce à vous que je peux m'occuper de la chaîne à plein temps, travailler avec mes collègues doubleurs et traducteurs, et puis passer du temps moi-même à m'informer pour pouvoir vous faire les vidéos ensuite. Donc un énorme merci à vous tous, un énorme merci à tous ceux qui partagent les vidéos aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc voilà, merci à vous tous, sinon bonne journée, et puis on se revoit très vite. À la prochaine.